Aujourd'hui, on reçoit Xavier. Xavier est CEO et fondateur de Spectrum. Spectrum, c'est un studio d'ArchViz. Alors, il va nous expliquer ce que c'est Xavier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ArchViz. On a accompagné Xavier et Spectrum pendant plus de 6 mois, et puis il va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Il va nous donner son témoignage sincère et honnête, et dans un marché qui n'est pas si simple que ça en ce moment. Salut Xavier, merci de prendre du temps avec moi aujourd'hui. Ouais, salut Nicolas. Et ben, bonjour à tous. Effectivement, j'ai une agence d'ArchViz. Pour expliquer un peu ce que c'est une agence d'infographie 3D pour les métiers de l'aménagement du territoire. On fait des images pour les architectes, les promoteurs, les aménageurs, les villes, etc. Voilà. Et pourquoi c'est un métier qui est un peu menacé ou un contexte qui est compliqué en ce moment? Parce que les promoteurs vont mal, la commande publique va mal. Et donc, ça veut dire qu'on a un marché qui est très tendu. Et au-delà de ça, on a l'IA qui nous menace aussi, hein. Donc, on a moins de clients et plus de concurrence. Il y a aussi tous les concurrents étrangers, donc des effets de dumping sur nos prix. Donc, tout mis bout à bout, on est dans un contexte qui est très inconfortable. Voilà. Et donc, ça nécessite de mettre en place des méthodes de vente, des méthodes de marketing pour essayer de sortir notre épingle du jeu. Voilà. Ok. Et donc, de sortir de nos habitudes, puisque on avait l'habitude que la commande vienne à nous de manière assez naturelle. Le téléphone sonnait et les commandes venaient presque sans faire d'effort. Ça fait combien de temps que ça existe, Spectrum? Spectrum s'est créé en 2012, Ok, donc ça fait un petit moment que tu es sur le marché. une Et bonne pour bien douzaine d'années. Pour bien comprendre, c'est ces images 3D, par exemple, quand, il y a, une boîte qui fait, de la promotion, donc, ils construisent, potentiellement des bâtiments, des lotissements et cetera. Ils doivent essayer de vendre les appartements avant même qu'ils soient construits, hein, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et à ce moment-là, toi, tu interviens dans la chaîne, tu vas créer les images qui donnent envie aux gens d'acheter, de se projeter, en tout cas grâce à une image 3D qui est la plus réaliste possible et la plus émotionnelle possible, pour qu'ils puissent se projeter dans ce qu'il y aura dans le futur, pour avoir envie d'acheter ces appartements, par exemple, ou ces villas ou et cetera, avant même qu'elles soient construites. C'est ça. Et actuellement, le marché de l'immobilier, pour ceux qui suivent pas trop ces questions-là, alors la promotion immobilière, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est la création, c'est ceux qui construisent en gros, hein, des bâtiments, qui construisent, et cetera. On est bien, enfin, c'est pas ceux qui construisent, c'est ceux qui en font la promotion justement, qui les financent et ensuite qui les vendent. C'est bien ça? Exactement. Et après il y a les constructeurs de l'autre côté, et c'est un marché qui est compliqué parce que l'immobilier est compliqué en ce moment, hein, tout simplement, c'est toi qui sais mieux que moi, mais j'imagine que le marché, il est un peu compliqué en ce moment sur l'immobilier au global. Et l'achat, la vente, la demande, l'offre et cetera, c'est un peu compliqué. C'est ça. Bah, comme les promoteurs n'arrivent pas à vendre, du coup, ils gèlent tous les programmes qui sont dans les cartons. Donc, il n'y a plus de lancement de nouveaux programmes. Et donc, il Ouais, n'y a plus de demande d'images pour nous. ils investissent moins. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, les promoteurs, c'était une petite moitié de notre chiffre d'affaires. Une autre petite moitié, c'est les architectes avec les concours. Donc les concours se raréfient aussi du fait de la commande publique qui diminue. Et puis enfin, une autre partie de notre chiffre d'affaires, c'était avec les villes sur des grands aménagements de territoire et qui se sont aussi amenuisés du fait des élections municipales, du fait de réduction de budget, etc. Donc tout mis bout à bout, on avait tout notre gâteau qui diminuait. Ouais, parce que le privé, c'est la promotion, là, on vient de le dire, c'est des crises immobilières. De l'autre côté, le public, il y a de moins en moins de sous dans les caisses, hein, pour être assez direct. Enfin, en tout cas, bon, voilà, il y en a moins factuellement, il y a des dettes et cetera, donc ils ont tendance à faire attention au budget, donc ils dépensent moins, et ça fait qu'un peu tous les secteurs sur lesquels toi tu travailles d'habitude, tout est vertical, sont un peu touchés, en même temps. Exactement. Donc il faut bien réfléchir et trouver le bon positionnement. OK. Intéressant, et enfin intéressant, malheureux, mais ce qui va être intéressant, c'est tu vas nous expliquer un petit peu justement, ça c'est le contexte, potentiellement avant qu'on travaille ensemble. Aussi avant qu'on travaille ensemble, tu avais tendance, comme tu l'as dit tout à l'heure, à attendre un petit peu parce que, j'imagine qu'historiquement on venait un peu te chercher, concrètement, c'est ça? Le marché, il avait tendance à venir vers toi et te chercher? C'est ça. Bah, déjà, de par ma formation, je ne suis pas formé au métier du commerce ni du marketing, etc. Donc j'ai fait l'école d'architecture. On nous apprend tout sauf le marketing et la vente. Et puis, l'histoire de la société Spectrum, c'est presque 10 ans de croissance, croissance cool, hein, c'était 10-15% par an, mais une croissance sans effort. Et donc, assis dans un fauteuil, tranquille à gérer une croissance progressive. Donc ça, c'est le contexte jusqu'à 2022, et depuis, on est plutôt en décroissance. Et donc, le début de la décroissance n'était pas problématique, mais il y a un moment où
pas décroître. On arrive à des seuils critiques où, quand on a diminué son équipe par deux, divisé par deux, il faut réagir. Et donc, c'est là que le recours à des services externes comme ceux de Better Founder prennent tout leur sens. Ouais, exactement, OK. Et alors du coup, quelque part, si on résume, tu as eu, comme tu disais, il y avait pas vraiment d'efforts à faire. Tu étais dans un marché qui était pas très contraignant et comme tu étais pas soumis à contraintes, ben, tu as pas eu, la nécessité finalement de développer ces compétences ou de mettre en place ces réflexions autour de: «Bon OK, j'ai besoin d'aller chercher le marché à un moment donné». Tu t'es dit: «Bon, bah, ça tourne tout seul, je fais 15 points par an», ce qui est une belle croissance malgré tout, hein. Alors c'est pas une croissance explosive, mais si on a une croissance linéaire de plus 15 par an, très bien. On a peut-être pas on se dit: «Ça va être comme ça, encore, ça dure un moment en plus», donc c'est à partir du moment où ça a diminué où tu t'es dit: «Là, peut-être que le marché est en train de muter, peut-être qu'il y a intérêt à ce que je change un peu d'état d'esprit» Mais et c'est c'est là ça. que Au début, tu te dis que c'est pas grave. Après, quand les promoteurs ont serré un peu les budgets, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires, on s'est posé des questions sur du positionnement. Donc on est retourné chercher des nouvelles verticales où justement on a vu nos limites de compétences, puisque développer une verticale, ça demande de la méthode et des outils qu'on n'avait pas forcément. On s'en est sorti, mais un peu dans la douleur. on va peut-être parler du positionnement après, mais justement, on va rebondir je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux outils. La première chose que j'aimerais te demander, c'est une question que je pose, systématiquement dans les témoignages, c'est la question du marketing. Tu sais que dans les métiers créatifs, les métiers techniques, le marketing, il y a pas de culture marketing, hein, la plupart du temps. Ça veut dire que comme on a tendance justement à vivre sur le fait qu'on fait des choses qui sont sollicitées, plébiscitées, qu'on vienne nous chercher, bah, on n'a jamais pris le temps de se dire: «Bon, je vais mettre en place du marketing, aller chercher des opportunités». C'est quoi ton témoignage là-dessus sur, les stratégies qu'on met en place? Je le rappelle, un des premiers canals marketing qu'on utilise parce que nous, dans les métiers qu'on a, dans les métiers créatifs et techniques, la réalité, c'est que mettre de l'automatisation, c'est une très bonne idée et c'est contre-intuitif et la plupart des leads, des personnes qui ont pas encore signé avec nous, ils ont un peu peut-être des doutes là-dessus. Ils se disent: «Mais, l'automatisation, c'est pas pour moi». On est dans des marchés où finalement faut un peu connaître, faut faire des choses un peu à la main et cetera. C'est quoi ton témoignage là-dessus? Bah, j'étais deux fois sceptique. D'abord, j'étais sceptique en général sur la méthode. Et j'étais surtout sceptique parce que notre cible principale, qui est on va dire, les métiers autour de l'architecture et de l'urbanisme, c'est plutôt un public qui est hostile au démarchage, qui est hostile au marketing, etc. Et donc, j'avais vraiment peur que ce soit mal reçu. Et donc, il fallait mettre un petit peu de subtilité dans les messages qu'on écrit, parce que finalement, que ce soit un robot qu'on voit, c'est pas forcément gênant. Ce qui est gênant, c'est d'avoir un message qui est standardisé et qui est impersonnel. Exactement. Et au final, avec les scénarios, alors moi, j'y connaissais rien en ghost hacking, je savais même pas, je connaissais pas le mot, je savais pas que ça existait. Mais, mais en fait, là, les différentes étapes qu'on a mis en place avec les différents messages, la manière dont ils s'imbriquent, le fait qu'on puisse personnaliser avec le nom des personnes, le nom des sociétés. Et puis on peut aussi multiplier les campagnes, c'est ça que j'ai appris. C'est qu'en fait, on peut faire des sous-campagnes avec des cibles qui sont plus précises et finalement, on arrive à personnaliser le message et on se rend compte que même des gens qui nous connaissent bien, à qui on envoie des messages, c'est pas qu'ils se font piéger, mais en tout cas, ils se rendent pas compte que c'est un petit robot qui a envoyé le message. Oui, Et puisque quand c'est bien fait, ça se voit pas. exactement. Donc j'ai des vieux copains qui m'ont répondu naturellement à mes campagnes et qui étaient bien surpris de voir que c'était des robots. Donc d'abord hostile Intéressant. et puis à force de lancer des campagnes, on s'habitue, on se rend compte qu'il y a des taux de réponse qui sont plutôt bons et que j'ai pas eu vraiment de messages désagréables, hein, sur 5000 messages envoyés, j'ai dû avoir 3 retours vraiment négatifs. Ouais. Non, Donc faut accepter ce c'est complètement minuscule négligeable. pourcentage. Et au Oui, complètement. contraire, tellement de prises de contact générées que ça vaut le coup, hein. Ouais, exactement, ça crée des potentialités, des opportunités et je crois qu'en plus on n'en a pas parlé, mais je crois qu'on m'a fait le retour que tu t'éclatais bien avec Claude aussi. Claudia pour, je crois que tu t'y es mis, hein, si je dis pas de bêtises et que tu tries la data grâce à ça aujourd'hui et cetera, comme nous on le fait, c'est quelque chose Ouais, que tu as fait aujourd'hui, hein? ouais, bah, au fur et à mesure, je suis devenu accro, heu, je l'utilise partout. Non, mais bah, si on revient sur le sujet là du marketing et des messages qu'on lance avec les petits robots, Ouais, d'abord, il y a eu des templates qui ont été proposés, hein, qui étaient bien, qu'on a personnalisés et puis au fur et à mesure, en fonction des retours que j'avais, parce qu'on a des métriques qui sortent, sur les campagnes qu'on fait. Sur certaines campagnes, j'ai fait remouliner avec Claude, il m'a refait des messages qui sont mieux personnalisés, qui sont plus ajustés. Et donc en fait, i c'est pas mal d'avoir une grille de template et puis ensuite
de jouer avec l'IA pour avoir des messages encore plus fins, encore plus intéressants. Oui, pour donner plein de versions, Claude, c'est super intéressant. Mais aussi pour trier la donnée, tu sais, la rendre, plus, précise. Parce que des Absolument. fois, on récupère de la donnée. Voilà, ça devient un petit peu technique pour ceux qui l'ont jamais fait. Mais parfois, si tu veux avoir une campagne qui est vraiment ultra précise, c'est bien que l'IA aille faire ce boulot de trier à ta place parce que parfois, tu as des choses qui sont pas forcément pertinentes, c'est comme ça. Et là, l'IA, ça sert pas mal à ça aussi. OK. Je te propose qu'on passe sur la partie commerciale du coup, parce que comme tu l'as dit, bah, je pense que dans l'archi, il y a pas trop comme tu l'as dit, on vous a pas appris, hein, à l'école, dans votre école d'archi sur la partie marketing et vente, c'est pas un sujet que vous avez abordé, vous avez pas cette culture-là forcément. Heu, Qu'est-ce que tu peux me dire de ça, du travail qu'on a fait ensemble? Est-ce que ça a pu t'aider? C'est quoi, les résultats que tu estimes avoir aujourd'hui grâce au travail qu'on a fait ensemble et en quoi voilà, en quoi ça t'a fait évoluer? Je veux bien que tu nous le dises. Et bah, je croyais que j'étais un bon commercial en commençant. Parce que OK. je croyais que j'avais la fibre commerciale, souvent on me disait ça. Et, et en fait, en discutant avec le coach Thomas qui m'accompagnait, et ben, on a un peu détricoté la manière dont je m'adressais à mes prospects, à mes clients. Euh, il m'a mis un peu devant pas mal d'erreurs que je faisais. Et donc, on a reconstruit une posture, on a reconstruit une manière de faire qui est finalement plus efficace. Alors, moi, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a mis en place. En tout cas, il a bousculé pas mal de certitudes. Et puis, en tout cas, ça marche mieux aujourd'hui. J'arrive à vendre plus vite, avec un contact humain qui est plus agréable avec mes clients. Encore une fois, hein, c'est un public architecte, urbaniste, qui aime pas trop qu'on leur force la main. C'est des méthodes un peu subtiles de vente. Et donc, on peut pas arriver avec des gros outils. Ce qui est intéressant, c'était que c'était pas des outils BTS force de vente appliqués au monde de l'architecture. J'ai exprimé ces spécificités du marché et puis au fur et à mesure des rendez-vous qu'on a eu avec Thomas, on a réussi à construire une posture qui fonctionne entre lui, son agressivité et la poursuite de ses objectifs, hein, et puis ma vision. Donc, Ah, c'est intéressant parce que d'un côté, le commercial, faut avoir des objectifs, sinon, ouais, ouais, bien sûr. ça marche pas. Et d'un autre côté, il faut l'adapter en effet au marché qu'on a en face de nous, c'est hyper important. Et c'est un peu plus technique qu'on imagine parfois le commercial, sans être compliqué, hein, je veux dire, mais c'est un peu plus subtil comme tu le dis. Moi, je dis c'est technique parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs, plein de manières de faire, plein de façons de réfléchir, parfois des outils, voilà, toutes ces questions-là qui permettent de rendre les choses beaucoup plus efficaces en gros. Ouais, ouais. Et puis un certain nombre de règles d'or qu'il a martelé pour que chaque fois que je fais un rendez-vous, j'ai la checklist, je sais ce que je dois faire. Je sais. Et tu vois une vraie différence aujourd'hui. Oui, oui, clairement. Clairement, que ce soit soit en premier rendez-vous avec des clients que je connais pas, avec des prospects, ou alors même avec des clients que je connais bien et avec qui j'avais l'habitude de faire des affaires. Et avec ces gens-là, j'arrive à aller un petit peu plus loin, à mieux comprendre leurs attentes. En les écoutant plus, j'arrive à leur vendre plus de choses, plus de produits. Ça marche bien. J'ai appris ce que c'était que l'upsell, que je connaissais pas non plus, hein. Quand on a l'habitude de vendre un produit, peut-être qu'on peut vendre un autre produit à la même personne. C'est ça. En fait, toute la question, c'est délivrer le meilleur service aux clients. Donc, les écouter, écouter leurs besoins et puis chercher des solutions pour y répondre. Bah, c'est que souvent, enfin, tu as certains entrepreneurs qui ont tendance à se concentrer sur, toujours avoir des nouveaux clients, alors que parfois tes clients actuels, ça coûte moins cher finalement, en énergie, en temps et en argent, de vendre à un client qui est déjà là, que de vouloir tout le temps chercher des nouveaux. Il faut en chercher des nouveaux d'un côté et il faut retravailler aussi sur ceux qui sont là et à ceux avec qui on a travaillé par le passé aussi. Ouais, Parce que je crois que tu as eu pas mal de reprises de contact aussi, qui ont pu donner lieu à des discussions intéressantes et cetera. absolument. Bah oui, refaire tout le tour du carnet d'adresses, vérifier tous les vieux mails, toutes les bases de données, etc. Tout réchauffer. En fait, on est assis sur des mines d'or hein, qu'on ne soupçonne pas. Ouais, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, ouais. Et donc, ça, il y a un gros travail à faire d'épuration des bases de données et puis de réactivation du réseau. Et ça, Claude, justement, peut aider grandement à faire ça. Oui, oui. C'est pas mal de trucs fastidieux aussi qu'on a tendance à mettre sous le tapis parce qu'on n'a pas envie de le faire parce que c'est pénible. Et justement, avec l'IA, c'est facile, on a un assistant qui s'occupe de toutes ces tâches fastidieuses. Exactement. Ça, c'est bien. Et effectivement, faire 20% de croissance, juste en upsell, hein, c'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine, hein. Tout à fait, tout à fait.
Nous, on appelle ça un business passoire. Je crois que je l'ai déjà dit dans pas mal de témoignages, mais un business passoire, c'est, tout est déjà là, simplement, il y a des trous dans ton business de partout, tu vois? Ça fuit Mmh. et tu laisses les fuites, heu, elles sont devant toi, tout sous tes yeux et tu les laisses comme ça, tu laisses tout disparaître et c'est terrible pour ton business parce que tout ça, c'est quelque chose que tu aurais pu conserver, sur lequel tu aurais pu faire plus de chiffre d'affaires consolidé et les business les plus performants aujourd'hui, ils fonctionnent pas seulement sur des bonnes méthodes d'acquisition de nouveaux clients, ils fonctionnent aussi sur de rendre leur business hermétique et pas, être une espèce de passoire avec des trous partout. Ah ouais, bah, justement, ça toute la méthode, sales, elle vise à identifier les petits trous dans la passoire, là, et C'est petit à ça. petit à les colmater. Donc Il y en a pas qui est des fois. ouais, 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 il y a encore du boulot, mais déjà on en a colmaté une bonne partie et Ouais, on c'est peut déjà toujours une bonne optimiser, différence. hein. Ouais, ouais, complètement. Je veux que tu parles de ton positionnement aussi, on a bossé ensemble. Alors ça, tu l'as fait avec moi, Xavier, on a bossé le positionnement ensemble. Je veux bien que tu me racontes un peu ton point de vue sur ça. C'est quoi l'intérêt du positionnement peut-être, à ce stade pour toi? Qu'est-ce que voilà, dis ce que tu as envie de dire là-dessus, hein. Peut-être donne pas non plus les clés, fais comme tu sens. Ouais, ouais, ouais. Bah, la stratégie et le positionnement, c'est vrai que en ce moment, c'est tellement compliqué qu'il faut pas qu'on donne trop les clés à nos concurrents non plus. Je suis adepte de l'open source, mais Ouais, ouais, non, vas-y, y a pas de problème. avec des limites. Dis ce que voilà, avec la discrétion que tu veux mettre dedans. En tout cas, oui, bah, le positionnement et la stratégie, ça fait partie des piliers de l'accompagnement. Et donc c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Ça permet d'identifier des nouvelles verticales, des nouveaux leviers de croissance, ou aussi de revoir la manière dont on communique sur sa boîte. Moi, ça m'a motivé à refaire mon site web, à revoir tout le discours. Ça m'a motivé à faire de la R&D aussi en interne pour créer des nouveaux outils, pour aller prospecter des nouveaux marchés, etc. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que dans un milieu qui est troublé et chaotique, il faut être agile. L'agilité ne se fait pas tout, il faut prendre le temps de l'observer, de regarder des chiffres et puis d'adopter sa posture. Et faire tout ça tout seul, c'est compliqué. Donc au final, c'est pas mal d'avoir quelqu'un, un référent avec qui on discute de tout ça et qui a une vision extérieure et des outils. Oui, parce Et que je l'ai finalement le fait avec positionnement toi, mais j'ai c aussi confronté les discussions qu'on avait avec les autres coachs, avec Thomas, avec Godola et avec Claude, à qui je fais souvent remouliner les discussions qu'on a pour voir ce qu'il en pense. ouais, c'est intéressant. C'est un bon réflexe. Et ben, tout mis bout à bout, ça permet d'avoir, au bout de 6 mois, tu vois, un positionnement qui est suffisamment stable et défini pour faire une refonte du site web et du message pour préparer une bonne rentrée. Parce que finalement le positionnement, ce que je pense que la plupart des gens comprennent pas sur le marché, c'est à quoi ça sert? Dans un sens, comment c'est utilisé plutôt? Comment c'est consommé? Aujourd'hui, la plupart des opportunités, elles vont se trouver sur le digital. Ce qu'on appelle les touch points digitaux, donc le site internet, le profil LinkedIn, le compte Instagram, peu importe. Est-ce que quand des personnes qui pourraient être intéressées par ce que vous faites, elles arrivent sur ces points, de contact digitaux, elles comprennent ce qui vous êtes, avec qui vous travaillez, ce que vous pouvez apporter, ce que vous résolvez sur le marché? La plupart du temps, la réponse est non et c'est ça le problème. Du coup, il y en a une énorme partie qui passe à côté, qui aurait pu être intéressée ou même à l'inverse, quand on va les chercher, quand on va les contacter, bah, c'est quoi le premier réflexe? Quand j'ajoute quelqu'un sur LinkedIn, il va aller voir mon profil, par exemple. S'il voit mon profil et qu'il ne comprend pas qui je suis, ce que je fais, que ça semble pas pertinent, la probabilité pour qu'il accepte, ne serait-ce que m'accepter sur LinkedIn, elle est pas très haute et tout ça, mis bout à bout, c'est ça qui donne, déjà, c'est un levier de traction, parmi, enfin qui contribue à ce qu'on fait ailleurs, le marketing et la vente et cetera, fonctionne mieux, tout simplement. Moi, j'en profite pour donner un petit peu de valeur au passage. OK. Écoute, peut-être, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire là sur tout ça, ou peut-être moi je peux te poser la question que je pose souvent qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent, à ce stade, à travailler avec nous? Notamment dans ton secteur, dans tes métiers, mais aussi d'autres, hein? Ouais, ouais, bah, je leur dirais de bien considérer que il faut considérer ça comme un investissement, et un investissement d'argent et un investissement de temps, Ouais, puisque exactement. pour obtenir la valeur de votre travail, il faut mettre un petit peu d'argent sur la table, mais on le retrouve assez vite dans tout le business qui est généré, et donc ça c'est très vite amorti. C'est-à-dire qu'en moins de 6 mois, on va retrouver
investissement qu'on a fait. Un investissement de temps parce qu'il faut jouer le jeu, c'est pas vous qui faites le boulot, vous nous donnez les clés. Et au final, c'est bien aussi parce que quand on finit l'accompagnement ou quand on arrive à un certain stade, on se sent plus fort, plus armé pour affronter les difficultés qui viennent. On a plus confiance en soi, on se sent plus à même d'aller aider d'autres boîtes aussi, d'autres dirigeants. En fait, on détient une certaine valeur qui permet après, quand on est dans des réseaux avec d'autres chefs d'entreprise, dans d'autres discussions professionnelles, hein, finalement d'être plus intéressant aussi aux yeux des autres dans des discussions pro. Et bien souvent, quand on apporte de la valeur à d'autres entrepreneurs, en retour, on reçoit des choses qui sont insoupçonnées. Et donc, Super, ça c'est hyper intéressant comme témoignage parce que c'est un truc que je dis souvent, mais qu'on a du mal à percevoir. Donc je trouve ça cool que tu en témoignes. La montée en compétence en tant qu'entrepreneur vous donne de la valeur à vous en tant que dirigeant et vous allez pouvoir l'appliquer sur votre entreprise, mais peut-être chez les autres aussi. Donc ça ouvre beaucoup d'opportunités en réalité. Donc moi, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est avant tout un entrepreneur qui monte en compétence lui-même, qui investit sur lui-même aussi, comme tu l'as fait. Et voilà, et comme tu l'as dit, après, ça donne des choses insoupçonnées. Tu peux imaginer tout un tas de choses derrière, si tu as ces compétences que les autres n'ont pas. absolument. Bah après, moi, je ne vais pas changer de métier, mais en tout cas, ça m'ouvre d'autres possibilités professionnelles ou d'aider des boîtes qui ne sont pas forcément tout à fait dans mon cœur de métier, mais comme j'ai acquis des compétences sur des outils et des méthodes, hein, je me sens mieux armé et plus légitime à aller voir un petit peu sur les côtés de mon métier. Ouais, ouais, hyper intéressant. Très, très intéressant. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, en particulier ou Non, c'est non, OK non, pour mais toi? a priori, ça marche, hein. Bon, écoute, Moi, top Xavier. je pense qu'il faut essayer. Écoute, bah, écoutez, ceux qui écoutent Xavier, discutons-en. Comme ça, on pourra voir comment on peut vous aider. Écoute, merci Xavier, merci évidemment pour ta confiance, ça c'est toujours, hyper important pour nous. Merci d'avoir fait le travail aussi parce que tu sais, je te l'ai dit à toi avant qu'on signe. Je le dis à chaque fois que je rencontre quelqu'un, un prospect, un lead et cetera. Nous, ce dont on a besoin avant tout, c'est que quand on travaille ensemble, on fasse vraiment les choses. C'est là qu'il y a vraiment du résultat. Nous, nos méthodes, pour nous, il y a zéro sujet, ça fonctionne. Par contre, il faut les appliquer et Xavier, il a fait partie des gens qui l'appliquent, comme Un bon beaucoup de petit nos clients, soldat. heureusement. Exactement. Il faut avoir ce petit côté, comme tu dis, soldat, faut tous qu'on l'ait à un moment donné, tu vois, dans notre business et voilà, merci d'avoir fait le taf, merci de ta confiance et puis on se revoit de l'autre côté de la barre pour la suite. Ça marche. Merci Merci Nico. Xavier. Salut, à Salut. très vite.